Céline Auclin. Il a, sur le terrain, traqué les traqueurs d'éléphants, de pangolins, de léopards ou encore de perroquets gris du Gabon. Et il est, depuis hier, avec nous dans Chouette pour évoquer cette réalité et son parcours au plus près de ces prédateurs humains que sont les trafiquants du commerce illégal d'espèces sauvages et contre lesquels lutte l'organisation non gouvernementale Eagle, à savoir Eco-Activists for Governments and Law Enforcement. Jean-Claude Vignoli, bonjour. Bonjour Céline. Vous êtes activiste dans le domaine des droits humains et animaliers. Les deux vont ensemble, dites-vous. En tout cas, c'est ce qu'on a dit hier déjà et on essaiera de comprendre pourquoi. Je pense qu'on commence à s'en douter un petit peu, mais on verra par la suite. Vous êtes l'auteur de Pour une poignée d'ivoire, sous-titré Mon combat contre le trafic d'animaux sauvages, qui paraît aux éditions Favre. Nous l'avons vu hier, donc le trafic d'animaux sauvages, d'espèces sauvages protégées est illégal, mais il fait partie des trois ou quatre plus grands types de trafic illégal au monde. Après la traite des femmes, le trafic de drogue. Les chiffres, encore une fois, dans le domaine de l'illégalité, sont toujours à prendre avec des pincettes. C'est des estimations qui ont des limites assez fortes. Oui, il y a le trafic des armes également et de la contrefaçon, qui sont aussi un petit peu se partagent le podium. Jean-Claude Vignoli, nous avons vu hier que le trafic d'espèces sauvages impliquait divers groupes, divers humains, ceux qui commanditent le trafic, ceux qui consomment ce trafic, ceux qui braconnent. Il y a également ceux qui luttent contre, alors les rangers, et puis les polices officielles ou spécialisées telles que l'UCT, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée de la police ivoirienne avec qui vous avez travaillé, car il y a également les activistes des ONG qui tentent de percer ce commerce, ce banditisme même, et de démanteler les réseaux. C'est dans une de ces ONG, Eagle, que vous avez fait du terrain et vous avez participé à la traque des trafiquants. C'était en 2017 ? En 2017, je vis une formation au Cameroun pour m'initier à ce monde-là que je ne connaissais absolument pas. Je connaissais de manière très théorique. Donc au Cameroun, je vais apprendre comment est-ce qu'on infiltre un réseau mafieux spécialisé dans le trafic d'espèces animales. Et c'est pour moi une découverte. J'ai pas vraiment eu peur, mais la surprise est là parce que j'étais habitué à la négociation dans mon travail précédent. Je travaillais dans les droits humains avec une ONG que j'avais cofondée avec un ami. Là, on n'est plus dans la négociation du tout, on est dans la du-prix pour pouvoir infiltrer ces réseaux, comprendre comment ils fonctionnent, arrêter les chefs de réseau ou les middlemen, comme on dit, les personnes intermédiaires entre le braconnier et le chef de réseau, et surtout les interroger, s'assurer qu'ils restent en prison, qu'ils sont condamnés à la peine maximale. Donc c'est tout ce que fait l'ONG Eagle. C'est une ONG, la seule au monde à être aussi complète, puisqu'elle va depuis l'infiltration à l'arrestation jusqu'à s'assurer que les personnes font leur temps derrière les barreaux. Elle forme des policiers informels en quelque sorte, parce que vous n'êtes pas habilité normalement à mener les interrogatoires. Alors, tout à fait, mais on a toujours des accords avec le gouvernement, des accords assez flous. Surtout ne pas limiter notre champ d'action et on va pouvoir travailler avec les unités d'élite. Alors la particularité, c'est que c'est cette ONG qui va aiguiller les unités d'élite pour qu'elles fassent le meilleur travail possible. Ces unités d'élite sont très compétentes, je tiens à le préciser, mais ensuite il y a une volonté politique qui peut faire défaut ou simplement la corruption. Encore une fois, je reviens sur ce thème-là, j'en parlais hier, mais la corruption est l'huile de coude qui fait fonctionner tout le moteur du trafic d'espèces animales. Sans corruption, rien ne serait prélevé sur la mégafaune africaine. Quel va être votre travail ? Vous allez devoir constater, trouver des indices, j'imagine. Ça se passe beaucoup sur les smartphones, sur les téléphones portables. Alors, dans le livre, je raconte une histoire particulière qui est celle de la plus grande opération de l'histoire de Eagle. C'est pour cela qu'on a eu accès à des smartphones qui contenaient une information incroyable parce qu'on était en face de chefs de réseau.
En général, surtout au Cameroun, les chefs de réseau ne vivent pas au Cameroun, peut-être parce qu'il n'y a pas le luxe nécessaire à leur bien-être. Mais au Cameroun, on n'a pas trouvé peut-être, et même certainement, il y en a à Douala notamment, une ville portuaire extrêmement riche, mais nous, on n'en a pas encore trouvé. Donc, les smartphones vont être moins intéressants, on va dire. Là, comme on était en face, pour une poignée d'ivoire, on était en face de grands chefs de réseau, de grands bandits. Ils avaient tout sur leur smartphone, effectivement, et ça nous a aidés, comme je le raconte dans le livre, à vraiment comprendre tout le fonctionnement. Ça a été une mine d'or pour nous, parce que normalement on n'arrive pas à avoir autant d'informations sur le fonctionnement d'un réseau mafieux. On a découvert par exemple que Paul, le principal bandit qu'on a arrêté, un franco-chinois, projetait d'ouvrir un casino à Abidjan pour blanchir l'argent qui venait de la vente d'écailles de pangolin. Vous avez également des photos, c'est là qu'on peut voir des pointes, c'est-à-dire des défenses d'ivoire. Vous avez également des messages, des commandes, des rendez-vous. Donc vous allez traiter ça, extraire les données numériques, les traiter, les analyser, planquer aussi, vous allez faire de la planque, de la surveillance. Vous vous sentez comment ? Comme un animal, justement, en pleine adrénaline ? Il y a une partie animale, je pense, et c'est pour cela qu'il y a des questionnements éthiques qui jalonnent mon livre. Jusqu'où est-ce que je peux aller ? Cela dit, si on a peur, il faut pas faire ce métier. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. C'est pas la seule chose à faire pour combattre le trafic d'espèces animales. De deux, on est aux prises avec le crime. Même si je reste persuadé encore aujourd'hui qu'on ne doit pas se transformer en criminel soi-même, on doit s'en rapprocher le plus possible. Il faut pouvoir réfléchir comme un criminel. Il faut pouvoir imaginer que plus rien ne compte sauf l'argent. C'est comme ça que fonctionne un criminel. Il est prêt à vendre sa mère, son père, ses enfants pour de l'argent. Donc oui, on change. On corrompt son âme en partie pour pouvoir sauver les espèces animales, mais je vous dirais c'est le travail aussi de tout policier à qui je peux rendre hommage ici. Ils acceptent de voir la noirceur des sociétés humaines pour les protéger. Donc moi j'étais prêt à voir la noirceur humaine, mais qui m'impactait relativement peu. Par contre, j'ai découvert ma propre noirceur. Ça, c'est beaucoup plus déchirant. On va dire, mais il faut être prêt. Le deal est clair dès le départ. Le résultat compte. On n'est pas prêt à tout. Par exemple, la torture est un garde-fou, a toujours été un garde-fou pour moi, dans mon activité précédente ou dans cette activité de chasseur de trafiquants. On a quelques lignes rouges, mais on en a relativement peu. Jean-Claude Vignoli, vous avez parlé de noirceur, vous avez découvert votre noirceur. Quelle est cette limite que vous ne pensiez peut-être jamais franchir ? Eh bien, le mensonge était quotidien dans mon activité. Je pense que philosophiquement, le mensonge corrompt son âme. Mais si on n'est pas prêt à mentir, on va pas arrêter de trafiquant. On va essayer de prendre ses aises parfois avec la loi, et on va devoir cacher ce que l'on a fait d'illégal, alors que j'ai travaillé durant des années à renforcer l'état de droit, je me retrouve à aller à l'encontre de ce que je faisais avant. Alors il y a une raison pour laquelle je le fais, mais on pourrait débattre durant des heures, est-ce que c'était juste de le faire ? Parce que lorsqu'on travaille dans ce genre de domaine, c'est le résultat qui compte, avant tout. Et pour obtenir ces résultats, et croyez-moi, Eagle est l'ONG qui rencontre le plus de résultats dans le monde du contre-trafic animalier, il faut savoir prendre ses aises avec les lois, qu'elles ne soient pas limitantes. Alors en Suisse, on a une vision un peu particulière des lois, mais même en Suisse, on vote parfois des initiatives fédérales qui ne sont pas appliquées par la suite, et personne ne s'en plaint. L'histoire est un livre de porcelaine. La pulsation est fine brasier. Je ne suis rien
les ports somnoles, je ne reviens pas pareil. Pas pareil, la nuit d'un serment sera close. No sin, no redemption. No sin, no redemption. No sin. Le temps je le passe à dessiner des ombres, je ne reviens pas pareil. Pas pareil, la nuit d'un secret sera close. No sin, no redemption. No sin, no redemption. No sin, no redemption. Poignée de sel, nos mères marchaient pieds nus sur des châteaux de cartes, des babelles, des tigres de papier. No sin, no redemption. No sin, no redemption. No sin, no redemption. No sin, no redemption. Pas pareil, de Lojo. Chouette, de 11h à 11h30 sur la première. Pour une poignée d'ivoire, les trafiquants sont prêts à briser toutes les règles, aussi bien du monde des hommes que des animaux. Jean-Claude Vignoli, cette phrase est tirée de votre ouvrage Pour une poignée d'ivoire, mon combat contre le trafic d'animaux sauvages. Comment êtes-vous passé de la défense des droits humains, car vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, mais je vais préciser un peu la chose, hein. Vous fouliez le bitume de la place des Nations à Genève avec un master en relations internationales en poche, hein. Donc comment êtes-vous passé de la défense des droits humains à la défense des droits des animaux ? Je pense que ça a toujours été une évidence parce que depuis tout enfant, la vie animale m'a fait rêver. Mes rêves étaient habités d'animaux et je me sentais très proche de... J'ai eu la chance de beaucoup voyager en Afrique avec mon travail de défenseur de droits humains. J'allais en Afrique également pour mes propres vacances. Et je me suis initié à tous ces rêves d'animaux géants, de girafes, d'hippopotames, d'éléphants surtout. Les années passant, je me disais, mais mon activité est incomplète. L'être humain restera toute ma vie ma priorité, mais l'être humain est un animal comme les autres, un peu plus sociable, c'est vrai. On a des millions d'individus, des millions d'homo sapiens qui collaborent ensemble, et ça on le voit pas dans le règne animal. Mais cela dit, il reste un animal comme un autre. Donc mes frères animaux, je les ai aimés, ils m'ont beaucoup donné. Et à un certain moment, lorsque j'ai eu l'occasion de changer de travail, je me suis dit, il faut que je parte en Afrique. Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Je me vois beaucoup plus maintenant dans le domaine animalier que dans le domaine des droits de l'homme. Surtout, c'est un nouveau domaine. J'ai un parcours relativement atypique en faisant des jobs très différents d'une époque à une autre de ma vie. Donc j'ai jamais eu peur de me remettre en question et d'arriver dans un domaine qui n'est absolument pas le mien. Ça, c'est la première raison. Je voulais défendre mes frères animaux. La seconde raison, j'avais besoin de violence.
durant des années, j'ai travaillé sur la négociation de textes, la négociation d'accords entre États, entre ONG ou entre ONG elles-mêmes. J'officiais un peu comme un diplomate. C'était une ONG un peu particulière que j'avais. Et j'avais envie d'explorer une autre phase de moi-même, qui est la violence, bien sûr contenue, mais c'est quand même la violence. Et étonnamment, pour un ancien défenseur de droits humains, c'est encore une fois là, c'est pas très courant qu'un ancien défenseur de droits humains vous parle de violence, mais je voyais ça aussi comme une complétude de ma propre personne. Et est-ce que c'est peut-être aussi une réalité qui est trop souvent niée ou ignorée ? Oui, en Occident, en particulier en Europe, en raison de la densité d'êtres humains, on est des adeptes de la dissimulation. On refuse de voir la réalité de la nature ou la réalité de nos rapports sociaux entre nous. On s'invente toute une série de règles ou d'objets qui nous permettent d'oublier la vérité. On le fait sur le cas de la mort, avec des hospices où on met nos personnes âgées. On est des spécialistes de la dissimulation en Europe. Et moi, j'aime la vérité. Je suis un chercheur de vérité. Et même si cette vérité est cruelle, je l'accepte. C'est la vie. Le contrat, dès le début, est très clair. Un jour, nous allons mourir. Donc autant essayer de faire quelque chose en relation avec cette vérité pour avoir une vie complète. Voilà. À la page 73 de votre ouvrage, vous dites « On ne passe pas des droits humains aux droits animaliers si aisément ». Alors, en dehors de quelques collègues savamment choisis, triés sur le volet, je pense pas que beaucoup de personnes aient compris ce que j'ai fait, ni même aujourd'hui comprennent ce que j'ai fait. Le milieu des droits humains est quand même relativement aseptisé à Genève. Hein. Là, je précise, on est à Genève, capitale internationale des droits humains, où on passe plus de temps à l'ONU que sur le terrain. Donc c'est relativement aseptisé et on est éloigné de la réalité. Et ça, beaucoup de mes collègues en souffraient aussi, tout comme moi. On a envie d'être en lien direct avec les victimes de violations de droits humains. Maintenant, je dirais, les collègues qui me comprennent ou qui me comprenaient sont des gens qui, tout comme moi, s'intéressent aux peuples autochtones. Les peuples premiers de cette planète qui continue à maintenir certaines traditions ancestrales, millénaires, vivantes encore aujourd'hui. Il en reste pas beaucoup. Beaucoup ont été modernisés. La plupart ont été détruits par la modernité. Ils n'avaient pas les anticorps pour résister à cette modernité, où on leur a pas laissé développer les anticorps et on les a assassinés bien avant. Les peuples autochtones ont cette particularité de se préoccuper de l'environnement, de vivre en harmonie avec leur environnement. Alors je sais bien que pour des Suisses, ça paraît fou, ce que je suis en train de raconter, mais les régions où il y a la plus grande biodiversité sur cette planète sont les endroits où vivent les peuples autochtones. Votre ouvrage est truffé d'ailleurs de vocabulaire animalier. Il y a tout un esprit qui plane lorsque vous écrivez, y compris quand vous traquez le plus gros poisson, comme vous dites. C'est très réussi, hein. En tout cas, on se surprend à attendre la prochaine image. Hein. Vous parlez des malfaiteurs qui font la carpe. Vous parlez d'un autre de vos collègues qui saute sur sa proie comme un léopard. Ensuite, vous écrivez « Je serai une reine fourmi ». Vous parlez aussi de vermine que vous laissez échapper. Vous évoquez une femme exquise pouvant se muer en hyène féroce. Vous avez également un compatriote qui barille votre nom quand il vous appelle. Et votre ouvrage est écrit sous le signe d'un dieu. Lequel est-il ? Le dieu éléphant, bien sûr. J'ai une vision panthéiste du monde. Je vois l'univers dans chaque être vivant. Donc tout est lié l'un à l'autre. Ensuite, je pouvais pas le vivre, cela. Bien sûr, lorsque j'étais dans des montagnes, je me sentais connecté aux montagnes. Mais en Afrique, tout bouge. C'est assez impressionnant. Tout est vivant autour de vous. Donc, vous comprenez d'où vient l'animisme. Pourquoi
L'animisme est une tradition très forte encore aujourd'hui en Afrique, et on le comprend parce que tout est vivant. Lorsqu'on vit dans des lieux aussi aseptisés, contrôlés que les nôtres, on se rend pas compte que la vie c'est le chaos. Et lorsqu'on est dans un parc animalier, on voit des insectes qui bougent dans tous les sens, on voit des animaux qui s'attaquent ou qui se reposent. On se sent reconnecté à ce monde dont on est déconnecté. Donc oui, j'utilise beaucoup de métaphores animalières parce que c'est pour moi un moyen de faire rentrer le lecteur aussi dans ce monde où tout bouge tout le temps. Et pour moi, le chaos est source justement de créativité. Et cette créativité est nécessaire lorsqu'on infiltre les réseaux de trafic animalier. Et pour en savoir plus d'ailleurs sur l'issue de cette opération qui s'est déroulée de janvier à mars 2018, on peut, et je recommande à nos auditeurs de lire votre ouvrage Pour une poignée d'ivoire. Donc, une bonne partie de cette opération s'est déroulée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une de vos soupapes, à l'époque, c'était de vous rendre dans un parc, le parc du Banco à Abidjan. Voilà, c'est un petit espace vert, enfin on l'appelle le poumon d'Abidjan, où je me rendais marcher le week-end, mais enfin pas les premières semaines de l'opération, des week-ends il y en avait pas, mais par la suite je pouvais prendre un rythme un petit peu plus humain, et je me reconnectais dans ce parc où on trouve des petits singes, toutes sortes d'espèces de mammifères, qui vous reconnectent, qui vous rappellent simplement ce pourquoi vous vous battez. Et je pense que c'est important de s'en rappeler parce que parfois la tentation est forte, encore une fois comme on en discutait précédemment, de verser du côté obscur, de ne plus avoir de limites lorsqu'on s'attaque à ces trafiquants. Quelles sont les suggestions que vous pouvez nous faire si on cherche à contribuer à la lutte contre le trafic d'espèces sauvages ? Alors écoutez, pour moi c'est toujours difficile de répondre à cette question, mais c'est sûr que les gens qui vont lire ce livre voudront savoir comment est-ce qu'eux peuvent participer. Moi je pense que plus que les éléphants, bien sûr, moi c'est la raison de mon combat, mais c'est la biodiversité qui est en péril. On a perdu 69% des vertébrés sauvages ont disparu en l'espace de 50 ans. Donc et encore plus les invertébrés. Et on encore en parle plus jamais. Les invertébrés qui sont nécessaires effectivement à notre survie. Donc la situation est grave. Je pense que beaucoup de gens l'écoutent avec la tête, mais malheureusement pas avec le cœur. Et si on l'écoute pas avec le cœur, c'est difficile de changer ses habitudes quotidiennes. J'essaye de répéter régulièrement cet exemple. Les Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie, qui sont l'un des peuples autochtones qui ont le mieux résisté à la modernité, ont le terme aluna pour définir la conscience que vous devez avoir dans toutes les actions que vous réalisez au quotidien. Il faut être conscient des conséquences de ce que vous allez entreprendre durant la journée. Et je pense que si chaque Suisse, chaque Européen, chaque être sur cette planète a un peu plus conscience de ce qu'il fait, des conséquences de ses achats, de ses coups de gueule avec ses voisins aussi, même si ça paraît anodin, mais c'est une façon de vivre son quotidien qui doit changer. On est beaucoup trop individualiste et c'est aussi ce qui est en train de tuer la biodiversité sur cette planète. C'est quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que la solution, moi telle que je la vois, elle passe absolument pas par les politiques. Les politiques ont un autre job, c'est de nous rendre riches. Personne va voter pour un homme politique qui vous dit « Votez pour moi, je vais vous rendre pauvre ». C'est impossible. Donc, le job de l'homme politique, c'est justement de développer cette consommation. Malheureusement, c'est cette consommation qui tue la biodiversité et qui est en train de nous tuer. On n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique. On est dans le changement climatique, on est dans la perte du vivant. Et si on change pas aujourd'hui, nos habitudes, qui au final ne datent que de la Deuxième Guerre mondiale, on va à la catastrophe. Et quand on n'aura plus d'éléphants, comment est-ce qu'on va rêver durant la nuit? Si on n'a plus ces animaux, ces formes, c'était les Mayas qui disaient ça. On a besoin de la vie sauvage pour habiter nos rêves. Si nos rêves n'ont plus d'animaux, ils sont vides et inutiles. Merci Jean-Claude Vignoli.
d'être venu jusque dans Chouette pour partager un peu de votre vécu au cœur de la lutte contre le trafic illégal des animaux sauvages, ainsi que de ce qui vous anime dans les défenses des droits des animaux, tous confondus, animaux humains et animaux non humains. Merci Céline. Je rappelle que votre livre Pour une poignée d'ivoire est disponible aux éditions Favre. Chouette, réalisé grâce à Jérôme Nussbaum, François Piton, Cécile Claire et l'équipe de la documentation écrite, peut être réécouté sur rts.ch/chouette. Il est 11h30 et sur la première, on n'est pas traqué, mais poursuivi par les décodeurs. Belle suite en leur compagnie.